Mettre fin au travail des enfants dans le milieu de l'orpaillage, c'est l'objectif que vise une journée de plaidoyer. La Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali en est l'initiatrice. Du football, ce samedi, les Aigles du Mali seront opposés aux Diables Rouges du Congo pour les éliminatoires de la CAN 2023. L'équipe nationale est-elle prête pour le nouveau challenge? On le saura tout à l'heure avec les deux sélectionneurs qui ont tenu une conférence de presse. Voilà pour le sommaire. Bonjour, bienvenue. Tout d'abord, sachez que la délégation malienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a quitté Bamako ce matin et est arrivée à Accra, au Ghana. Le Mali prend part à la réunion des chefs d'État de l'Union économique et monétaire UEMOA. Une réunion qui se tient en marge du sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Accra. C'est bien ce que nous signalent nos envoyés spéciaux Garibou Pérou et Aliou Touré. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce sommet de l'UEMOA à Accra. Le Mali prend part donc à ce sommet avec une délégation avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Suite de ce journal, suite à la guerre Russie-Ukraine, le prix des hydrocarbures ont connu une hausse. Pour maintenir les prix, l'État malien débourse plusieurs milliards en termes de subventions pour assurer l'approvisionnement correct du pays en hydrocarbures. L'État n'a d'autre choix que de se conformer à cette hausse à travers le monde. Cela va nécessiter une éventuelle augmentation dans un bref délai des prix à la pompe. Pour plus d'informations, écoutons le directeur général de l'Office national des produits pétroliers, Modibo Gourodjal. Il est au micro de Boubacar Bablé-Touré. Depuis quelque temps, l'environnement économique mondial connaît de sérieuses perturbations de différents ordres dues à plusieurs facteurs. Dans ces perturbations, celle qui frappe notre pays est d'ordre énergétique et notamment dans le domaine des hydrocarbures. Comme vous le savez, le Mali importe mensuellement environ 200 millions de litres à partir des axes, à partir des pays qui nous entourent. Bon. En raison des sanctions européennes infligées à la Russie, notre pays subit de plein fouet les conséquences de celles-ci qui ont amené nos fournisseurs traditionnels à déclarer des cas de force majeure. Afin d'assurer l'approvisionnement du pays, alors, il fallait explorer de nouvelles pistes et trouver de nouveaux partenaires. Ces recherches ont été laborieuses avec des conditions commerciales drastiques. Donc, en raison de la situation critique que traverse notre pays et qui en réalité n'a rien à voir avec l'embargo qui frappe le Mali, nous n'avons eu d'autre choix vraiment que d'accepter ces sévères conditions commerciales. Nous sommes obligés de suivre la tendance haussière des cours mondiaux sur nos prix à la pompe. Donc, ce qui va être fait dans un bref délai. Pour ce qui concerne le gaz butane, suite aux différentes rencontres entre l'État et les opérateurs pétroliers, il a été convenu d'arrêter la subvention sur le gaz butane pour compter du 1er juin 2022. Donc, en conclusion de tout ce que je viens de dire, il faut s'attendre à une augmentation des prix à la pompe dans un bref délai au titre du mois de juin. Et tout ceci pour permettre d'assurer l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, pour écarter tout risque
de pénurie. Il faut aussi comprendre que cette situation est conjoncturelle, c'est-à-dire que nous invitons les usagers à l'intégrer dans un environnement global, en faisant confiance aux autorités qui sont en train de déployer toutes leurs énergies pour atténuer la souffrance des populations autant que possible. Je le disais au tout début de cette édition, la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali a tenu une journée de plaidoyer en vue de mettre fin au travail des enfants dans le milieu de l'orpaillage. La dite journée est meublée par la présentation d'une feuille de route afin de faire de l'orpaillage un travail décent. Mariam Koulibaly. Il s'agit par cette journée de plaidoyer d'encadrer le secteur de l'orpaillage artisanal. Cela en éloignant les enfants des sites, mais aussi de lutter contre l'utilisation de certains produits qui s'avèrent toxiques. Une fois l'orpailleur encadré dans les sociétés coopératives, nous avons pensé qu'il fallait penser au bien-être de l'orpailleur. C'est qu'à travers le financement des projets qui puissent faire vivre l'orpailleur d'une manière décente. Et tout ça en pensant aussi à l'encadrement, à la lutte contre le travail des enfants. Pour soutenir cet engagement, une feuille de route est élaborée pour la formalisation et la promotion du travail décent dans la filière orpaillage au Mali à travers le développement coopératif. L'orpaillage existe au Mali depuis les temps séculaires, mais force est de constater que cet orpaillage, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encadré, ne profite pas évidemment des acteurs qui s'en donnent, mais également l'État malien n'y tire aucun profit. Donc si la Confédération, qui est un bras séculaire de la Chambre des métiers du Mali, s'adonne évidemment à l'amélioration évidemment de cette filière, je crois que c'est à saluer. Le directeur pays de l'Organisation internationale du travail, qui a participé à la rencontre par visioconférence, a témoigné toute la détermination de son organisation à accompagner les orpailleurs maliens dans le dit projet. Autre journée, les enjeux de la formation doctorale, c'est le thème des journées doctorales organisées par le laboratoire d'études et de recherche en droit, décentralisation, développement local. Cet exercice consiste à évaluer les jeunes docteurs, mais aussi créer un espace d'échange entre ceux-ci et les enseignants-chercheurs. Reportage Saloum Konaté. Ces journées doctorales du laboratoire d'études et de recherche en droit, décentralisation et développement local contribuent au renforcement des capacités des doctorants des laboratoires. 4 jours durant, 36 évaluateurs, tous des professeurs chevronnés, vont évaluer ces jeunes docteurs, mais aussi les orienter en fonction de leur spécialité. C'est le lieu pour moi, au nom de l'ensemble de la communauté universitaire et à mon nom propre, d'adresser mes sincères remerciements et félicitations à monsieur le recteur et à toute son équipe d'avoir initié ces journées doctorales. Je vous invite à pérenniser cette initiative. Cet exercice avec les doctorants souhaitant évoluer dans les disciplines comme le droit public, le droit privé, histoire du droit et droit de la terre, les sciences politiques et relations internationales contribue au renforcement du partenariat avec le Centre d'excellence de gouvernance locale en Afrique et son ancrage au sein de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Aujourd'hui, nous avons une masse critique des professeurs des rangs magistrales et des qualités qui sont capables d'encadrer nos doctorants et de les amener à produire des thèses de très bonne qualité qui peuvent compétir dans la sous-région et pourquoi pas même à l'international. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Ces journées doctorales en fait étaient prévues depuis bientôt 8 ans. Et l'objectif, c'est d'apporter la culture scientifique à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et dans les autres universités du Mali. Le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako remercie les autorités universitaires pour les efforts consentis pour la réussite de ces journées. C'est parti pour la deuxième édition de la foire des entreprises des élèves et étudiants de l'École supérieure des hautes technologiques et commerciales HETEC. Cette foire des entreprises entre dans le cadre des activités pédagogiques de l'établissement. Le thème retenu cette année est « Jeunes et valeurs du travail ». Ibrahim Kaoukounati. Permettre aux étudiants de s'imprégner de la culture de l'entreprise, tel est l'objectif de cette foire des entreprises des étudiants de l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales HETEC.
Les responsables de cette école ont réfléchi à ce projet pour mieux aguerrir les futurs chefs d'entreprise. Permettre à ces étudiants-là, n'est-ce pas, d'allier, n'est-ce pas, la théorie, les apprentissages Livrex, n'est-ce pas, à la pratique. Ce que nous faisons ici, c'est le domaine du tertiaire, comptabilité, le domaine des finances, et puis de la communication et GRH. Pendant 3 jours d'exposition, les étudiants vont non seulement échanger avec les chefs d'entreprise et aussi approfondir leurs connaissances sur les réalités du terrain. Nous avons instauré cette fois pour inciter nos étudiants à laisser la théorie qu'on apprend en classe pour directement la pratiquer maintenant avec les différentes structures auxquelles nous sommes censés côtoyer dans notre vie professionnelle. Cette activité pédagogique des étudiants de HETEC est très appréciée par les plus hautes autorités. Nous sommes venus justement pour voir, encourager et les accompagner et voir dans quelle mesure le ministère de l'entrepreneuriat, parce qu'on s'occupe de l'entrepreneuriat, puisse depuis l'université commencer à accompagner. Et dans cette réflexion, nous sommes avec le ministère de l'enseignement supérieur sur la question. L'exposition prendra 3 jours dans l'enceinte de l'établissement. Le projet Djan Kaural arrive à terme après 4 mois d'activité, mis en œuvre par le projet Programme Jeunesse et Stabilisation dans la région du Centre. Ce projet couvrait 19 localités des régions du Centre pour prôner la paix et la cohésion sociale auprès des communautés. Ces jeunes se sont fait distinguer par la qualité de leurs prestations pendant cette sensibilisation, nous dit Boubacar Kanouté. Ce programme dénommé Djan Kaural signifie paix en Dogon et Peul. D'une durée de 4 mois, le projet Programme Jeunesse et Stabilisation a procédé à des séances de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans 19 localités par le déploiement de 155 jeunes sur le terrain. En discussion avec Proges, qui est un projet financé par l'Union européenne, qui a pour objectif de stabiliser le centre à travers l'appui des jeunes. Donc on a proposé cette idée de pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir apporter notre contribution à la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Jeunesse et stabilisation, c'est l'idée que ce contrat social, il ne reprendra pas sans vous les jeunes. Il est absolument indispensable qu'ici au Mali, on voit apparaître rapidement des acteurs locaux qui soient capables de faire entendre leur voix et de faire comprendre des situations que seuls, finalement, sont en capacité de connaître, d'appréhender et de raconter. Ces jeunes ont été primés par le programme pour la qualité de leur travail. Ils s'engagent à être des acteurs de la paix. Soyez rassurés que les compétences que nous avons requises au cours des formations reçues durant la mise en œuvre de ces projets sont déjà utilisées pour contribuer à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans nos différentes localités. Je tiens au nom de tous les bénéficiaires à affirmer que ce prix n'est nullement pour nous une consécration, mais plutôt une invitation à maintenir plus haut les flambeaux de l'excellence. Les lauréats ont reçu chacun un téléphone et un ordinateur qui doivent contribuer à éclairer les lanternes de la population par le blocking afin d'éviter l'amalgame dans les localités d'intervention du programme. La région de Bandiagara a honoré la mémoire des casques bleus des Nations Unies et des militaires maliens qui ont perdu la vie au service de la paix. C'était à la faveur de la journée internationale des casques bleus. Aminata Touré, Souleymane Tebsougué. Cette journée dédiée aux casques bleus vise à honorer la mémoire des casques bleus des Nations Unies qui ont perdu la vie au service de la paix et à rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi et continuent à servir dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. J'exprime au nom des plus hautes autorités de la transition et du peuple malien ma profonde gratitude à tous les militaires et civils casques bleus déployés ici, au centre du Mali, pour contribuer à protéger nos populations vulnérables et victimes et aider à construire la paix ensemble. Le thème retenu cette année est Population, paix, progrès, l'importance des partenariats. Plusieurs activités ont marqué cette journée à Bandiagara au nom de la cohésion. Aujourd'hui, nous honorons les plus d'1 million de femmes et d'hommes qui ont servi dans les rangs des casques bleus des Nations Unies depuis 1948. Nous rendons hommage près de 4200 héros et héroïnes qui ont sacrifié leur vie pour défendre la paix. Dans toutes les relations humaines,
la solidarité est le ciment de vivre ensemble dans toutes les nations dites développées. Dans le contexte actuel où notre pays est confronté avec les crises multiformes et multidimensionnelles que l'État a connues de 2012 à nos jours, nous permettra sans nul doute d'être également à l'écoute de cette MINUSMA qui est venue au CV du Mali. Un hommage bien mérité a été rendu aux cadres civils et militaires maliens et étrangers qui ont été au rendez-vous de maintien de la paix pour protéger des populations civiles et réconcilier des peuples. La journée a pris fin par la visite du chantier des ponts de Yawakanda et Songo sur la RN15, entièrement financé par la MINUSMA. La MINUSMA de Kidal a également célébré la journée internationale des casques bleus. Tous les contingents de la MINUSMA de Kidal étaient présents pour rendre un hommage mérité à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la paix au Mali. Idrissa Djibrila Maïga. Le 29 mai de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies à travers le monde. Le camp de la MINUSMA de Kidal n'est pas resté en marge de cet événement annuel, témoigner de la ferme détermination de la MINUSMA à œuvrer pour la paix au Mali dans la limite de ses moyens, mais aussi rendre un hommage solennel à tous les soldats morts pour la stabilisation et la paix au Mali. Nous remémorons cette vérité séculaire. La paix ne peut pas être tenue pour acquise. Elle est un objectif, elle est l'objectif ultime. Nous sommes profondément reconnaissants aux 87 000 membres du personnel civil, militaire et de police qui, sous la bannière des Nations Unies, œuvrent aujourd'hui à asseoir la paix dans le monde. Les autorités de la 8e région se félicitent des efforts très énormes que la MINUSMA ne cesse de déployer chaque jour dans plusieurs domaines afin d'asseoir une paix durable au grand bonheur des populations. Cependant, beaucoup reste à faire dans le cadre de la sécurisation des populations et de leurs biens dans certaines parties du pays. En effet, monsieur le chef de bureau, les efforts du mal continuent de terroriser les populations car par endroits, notamment dans la région de Ménaka, où les populations civiles depuis le mois de mars payent un lourd tribut face aux maîtres des lieux malgré la présence de la MINUSMA. La journée internationale des casques bleus des Nations Unies a pris fin par la décoration de certains hommes et femmes qui se sont fait distinguer par leur courage et bravoure. En troisième région, un homme âgé de plus de 60 ans a quitté Sikasso ce jeudi, destination Bamako pour soutenir la transition, une distance d'environ 370 km que la sexagénaire entend effectuer en 3 jours à vélo avec l'accompagnement de la Ligue de football de Sikasso et de la Fédération nationale de cyclisme. Compte rendu Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. C'est un sexagénaire résident à Sikasso qui décide de faire la distance Sikasso-Bamako à vélo pour soutenir la transition. Une décision volontaire, motivée par les efforts de la transition, aussi bien sur le plan social que sur celui de la sécurité. J'ai constaté que le président de la transition a pu renforcer la sécurité dans le pays. Il a aussi repris la coopération avec la Russie. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le trajet Sikasso-Bamako pour le soutenir et soutenir la transition. L'initiative de Kariba Traoré bénéficie de l'accompagnement de la Ligue régionale de cyclisme. Les cyclistes entament mettre 3 jours pour effectuer Sikasso-Bamako, soit environ 370 km. L'engagement patriotique doit inciter à soutenir davantage la transition et à œuvrer pour l'unité nationale selon l'exécutif régional. C'est un exemple qui doit être imité. Et ensemble, nourrissons tous de telles bonnes intentions parce que déjà, les intentions sont des facteurs qui doivent nous galvaniser pour nous amener à nous donner la main et rester debout derrière les autorités de la transition, derrière nos forces armées de défense et de sécurité. Le cycliste Kariba Traoré sera accueilli à Bamako par la Fédération malienne de cyclisme.
Et nous terminons avec du football. Les Aigles du Mali entament les éliminatoires de la CAN 2023. Ils affrontent les Diables Rouges du Congo cet après-midi ici à Bamako. Favorite du groupe, l'équipe nationale s'est idéalement préparée pour démarrer en fanfare ces éliminatoires. En face, l'adversaire, le Congo, aussi affiche la sérénité. La conférence de presse d'avant-match a permis de mesurer le degré d'engagement des différents acteurs. Le point avec Aridjo Matina. Le groupe Aigle du Mali s'apprête à débuter une nouvelle campagne, celle des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et c'est le Congo, l'un des 3 adversaires de la poule du Mali, qui se dresse devant les Aigles lors de cette première journée. Cette nouvelle aventure de l'équipe nationale marque les grands débuts du nouveau sélectionneur Eric Sekouchel sur le banc des Aigles. Et les attentes, il y en aura forcément. À mes attentes, bien sûr que je suis conscient des attentes et entre guillemets de la pression du résultat. Moi aujourd'hui je suis, bien sûr que j'ai envie de gagner ce match, j'ai une grande envie de gagner ce match, mais moi aujourd'hui je suis concentré sur mes joueurs, je suis concentré sur mon plan de jeu, et aujourd'hui, bon c'est vrai que je suis un petit peu plus tendu que d'habitude parce qu'on est à 24 heures de match. Aujourd'hui moi je suis concentré sur ce que je vais leur demander. Et la seule pression que j'ai, c'est qu'ils répondent parfaitement à ce que je vais leur demander. Depuis 2015, en Guinée équatoriale, les Diables Rouges du Congo n'ont plus participé à la phase finale de la CAN. Et l'actuelle génération du football congolais semble déterminée à se donner à fond dans ces éliminatoires pour obtenir l'un des 2 tickets qualificatifs. Un grand respect pour cette équipe-là. Et sur le papier, ils sont meilleurs que nous, on ne va pas mentir. Mais le football, ça se joue à 11. Donc nous sommes des hommes et nous sommes là pour obtenir aussi quelque chose. Pas pour faire juste acte de présence. Les confrontations Mali-Congo ont toujours été âprement disputées. Et le match de ce samedi le sera aussi, et l'équipe la plus engagée et déterminée sortira victorieuse. C'est une rencontre importante, c'est important de bien rentrer dans les qualifications. On sait qu'on vient ici au Mali, dans un grand pays de football, c'est une grosse équipe. Je pense que nous, on s'est bien préparé, on a bien travaillé à l'entraînement, on a préparé différentes choses. Les joueurs ont un très bon état d'esprit, je suis vraiment très content de mon groupe. On a fait une semaine de travail intéressante. Voilà, on travaille sur un plan de jeu bien pensé, bien donné pour emmener ces 3 points ici à Bamako. Les différents acteurs ont montré leur sérénité lors de cette conférence de presse d'avant-match. Reste à concrétiser sur le terrain les stratégies élaborées en vue de démarrer idéalement cette première journée. Mali-Congo, c'est ce samedi à 19h au stade du 26 mars. Une rencontre qui sera dirigée par des arbitres mauritaniens. Oui, et c'est un match à suivre en direct sur nos antennes de télévision et de radio nationale et sur l'ensemble de nos plateformes digitales à partir de 19h. Bonne chance aux Aigles. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.